Fait qu'on va débuter la période de questions. Je veux juste dire qu'on ne peut pas évidemment répondre à des questions qui seraient des questions médicales de votre traitement, là, parce que les médecins qui sont ici n'ont pas votre dossier. Donc, c'est plus des questions générales qui s'appliquent à ce qui a été dit ce soir. Et on va aussi prendre les questions qui vont venir du webcast. Quand ça viendra du webcast, à ce moment-là, on répétera. Moi, je vais lire, mais je vais demander à vous deux de lire peut-être la question quand. Alors, je vous demanderai de vous nommer et de dire à qui s'adresse la question. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, c'est bon. Oui. Donc, mon nom est Daniel Bouff, je suis cancer du rein, j'ai eu une nephrectomie radicale. Je sais qu'on va vous parler des causes. Non, mais. On va parler de moi, évidemment. Je suis présentement sous traitement de Votrient. Gros effets secondaires, probablement quand pas grand temps, il va falloir que je cesse. Le Votrient, je peux pas prendre à dose recommandée de 800 mg. Je suis à 200 mg aujourd'hui, puis 400 le lendemain. C'est le maximum que je peux tolérer. On m'avait jamais parlé de radiothérapie dans un cas de mon cancer est métastasé aux 2 poumons. J'ai 7 au poumon droit et 4 au gauche. Pour l'instant, je vais sauver la semaine prochaine pour ça médicale. On va voir ce que le peu de Votrient j'ai pu si c'est ou pas. Je veux juste savoir. Est-ce que je peux vous demander de parler plus près du micro parce qu'on n'entend pas? Je l'entendais bien. Non, il faut aller sur la webcast. Donc, je veux savoir dans les cas où le cancer du rein est métastasé aux 2 poumons, je n'ai pas d'autres métastases ailleurs pour l'instant, est-ce qu'il serait recommandé dans des cas comme ça? La radiothérapie, on n'en a pas du tout parlé. J'aurais bien aimé ça vous dire oui, là. Quand j'en ai pas parlé, effectivement, c'est sûr que s'il y en avait juste une, ou juste une d'un côté, ou juste une de l'autre, ça peut être possible. La problématique, c'est que s'il y en a plusieurs, hein, vous avez vu, il y avait tellement de multitudes de faisceaux qui arrivaient de toutes parts. Si on s'imagine qu'il y en a qui arrivent de toutes parts pour 3, 4, 5 métastases du même côté, ça finit par s'additionner toutes ces doses-là qui sont négligeables, s'il y en a juste une, mais qui, en s'additionnant, deviennent significatives. Puis le poumon, c'est probablement un des organes les moins tolérants à la radiation, donc ça ne prend pas une dose très, très élevée pour causer une fibrose au niveau du poumon et empêcher à ce moment-là que vous ayez une qualité de vie avec une bonne respiration. Donc oui, c'est possible, mais habituellement, il faut vraiment... C'est la même chose dans le cerveau, s'il y en a une dizaine, même si on est capable d'être très, très ciblé, les doses négligeables autour s'additionnent et deviennent plus négligeables. Donc, c'est vraiment le nombre qui est le facteur limitant habituellement pour la radiothérapie. D'accord. La deuxième question, si vous me permettez, au docteur Soulière, on parle beaucoup d'essais cliniques. On n'en a pas encore parlé. Je viens de le faire en c'est encore tout récent. Est-ce qu'il y a une possibilité avec qui je dois discuter de ça? Comme le cancer du rein, moi je ne suis pas suivi ici à Notre-Dame, évidemment, je suis sur la rive sud, à Anna-la-Belge. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a d'excellentes connaissances du cancer du rein. Ils ne sont pas spécialisés évidemment en cancer du rein comme ici. Qu'est-ce qui pourrait être possible? Où il faut que j'aille chercher l'information? À qui je dois m'adresser? En fait, les médecins qui vous référez ont tous accès, du moins au Québec, à ce qui s'appelle le site du GEOC. Ce n'est pas un site qui est ouvert aux patients, c'est un site qui est ouvert aux professionnels de la santé. C'est le groupe d'études en oncologie du Québec. Et là-dessus, toutes les études cliniques sont inscrites. Et donc, pour que ce soit un cancer du rein en première ligne, en deuxième ligne ou autre chose, tout est inscrit. Donc, c'est des informations qui sont disponibles à tous. Au-delà de ce qu'on a présenté, là, puis Carole, vous avez vu des super belles photos d'appareils, puis de tout ça, les autres qui ont des super belles bébelles. Nous autres, on n'a pas des photos, on n'a pas des bébelles comme ça en oncologie. Mais au-delà de ça, ce que je vous dirais qui est 80% du traitement et qui n'apparaît pas dans ce qu'on vous présente dans les présentations, c'est les réunions qui ont lieu à 7 heures le matin. Ça ne vous dit rien, mais ça veut dire c'est le temps qu'on est capable de passer avec d'autres personnes
Par exemple, avec Carole, ce matin à 7 heures, on avait notre tumor board dans la clinique des tumeurs, où quand on a des questions particulières qu'on veut discuter de façon multidisciplinaire, avec le chirurgien, avec le radio-oncologue, avec le radiologiste ou avec nous autres en oncologie médicale, on est capable d'en discuter là spécifiquement. Et je vous dirais que ce qui fait le plus d'apport à la qualité des soins qu'on peut faire en oncologie médicale et dans toute l'oncologie de façon générale, c'est l'accès à des cliniques multidisciplinaires plus que juste l'accès à des études cliniques. Et ça, je vous dirais que c'est mon motto. Je dirais que c'est le motto de tous les gens qui travaillent dans des centres comme celui ici au CHUM. On ne croit pas que c'est les décisions individuelles d'un docteur tout seul dans son cabinet qui font en sorte qu'on améliore la qualité des soins. C'est la capacité d'offrir des soins multidisciplinaires qui fait en sorte qu'on est capable de faire ça. La capacité qu'on a d'avoir une infirmière qui est assez spécialisée en cancer du rein pour être capable de reconnaître les toxicités, de déjà offrir les conseils qui devraient être de choses qui devraient être appliquées lorsqu'on a des toxicités qui commencent à arriver pour ne pas mener à des réductions de doses indues ou pour donner d'autres médicaments pour être capable de faire en sorte qu'on tolère mieux les médicaments. Donc, au-delà de ça, je ne peux pas parler de cas spécifiques, hein, comme on a dit, puis je ne connais pas les médecins qui sont en cause ou quoi que ce soit, mais nous, c'est vraiment notre opinion qu'on doit offrir le plus d'études possibles cliniques quand on le peut et qu'en dehors des études, on ne pousse pas que les études cliniques. Quand pour des gens, la solution, elle est meilleure, puis on avait justement un cas comme ça ce matin qu'on a discuté pendant de longues minutes, à savoir, est-ce qu'on devrait proposer une étude clinique X ou Y à ce patient-là, ou en dehors d'une étude parce qu'on pense que ce serait mieux que tout ce qu'on peut proposer dans l'étude clinique. Et ça, je pense que c'est 80% de la réponse du management des patients, ça vient dans les discussions multidisciplinaires qu'on est capable d'avoir. Mais vous me dites que ça se passe comme ça aussi ailleurs, ça veut dire que l'hôpital, il faut la même... Je ne peux pas vous dire que tout le monde les fait de la même façon, là, mais nous autres, c'est le modèle qu'on privilégie en tout cas. Merci. OK, je vais rajouter simplement qu'à l'Association canadienne du cancer du rein, c'est sûr qu'on croit au centre d'excellence. Le CHUM est un centre d'excellence en cancer du rein. Il y a d'autres hôpitaux qui le sont sur d'autres sites tumoraux et bien sûr que le CHUM est aussi un centre d'excellence sur d'autres sites tumoraux. Mais on conseille toujours aux patients, si possible, de faire affaire avec un centre d'excellence dans le cancer du rein parce que c'est un cancer qui a un faible taux d'incidence. Puis quand vous avez entendu nos deux experts de ce soir parler, je pense qu'on se rend compte qu'ils en vivent, ils en boivent, ils en mangent. Autrement dit, ils en font tellement qu'ils ont développé comme une véritable expertise. Quand on s'en va dans des plus petits centres, vous êtes peut-être le seul ou vous faites partie de 2-3 cas qu'il va y avoir dans l'année. Donc, il y a des moments qui sont des moments de crise où on doit changer de traitement, où on réagit mal. Et à ce moment-là, ce qu'on recommande à l'association, c'est de voir à demander à avoir une deuxième opinion. Voilà. Des nouveaux patients. Excusez-moi? Est-ce qu'on parle de nouveaux patients à Notre-Dame? Ah, ben là, je ne peux pas répondre pour Notre-Dame, là, mais je veux dire oui. Oui. Ah, excusez, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Se propager? Il faut revenir en haut, là. Excuse. Wally, Mona, Combined Presentation. Ça, c'est au début, ça. Où est-ce qu'on est, là? Comment puis-je suivre la conférence? Ça? Là, images. Super, il n'est pas bonjour Montréal, C'est ça, ça commence là. Quand tu as eu un cancer du rein, Les endroits où ça peut se propager. OK. les autres endroits qui peuvent se propager. Oui, donc la question, quand on a un cancer du rein, quels sont les endroits où ça peut se propager? En essence, partout. Il y a des sites qui sont reconnus comme étant plus à risque. Et je vous dirais qu'avec plus on a de patients qui survivent pour de très longues périodes, plus on a d'évidence que le cancer peut se développer à plusieurs endroits aussi. Il y a des sites qu'on ne voyait que très rarement dans le cancer du rein comme site de métastase et que l'on voit maintenant parce que les gens ont vécu suffisamment longtemps et que ultimement il y a l'émergence d'une métastase qui arrive à des endroits qu'on n'avait pas vus. Mais les sites les plus fréquents, là, pour les nommer, c'est au niveau pulmonaire, au niveau osseux, au niveau hépatique, puis au niveau cérébral.
C'est possible à d'autres sites, mais c'est les sites les plus fréquents que l'on va voir comme site de métastase. On peut peut-être donner... La question est, juste pour dire que ça a été répondu, le Savernaf est-il efficace dans les métastases au poumon? C'est ce, c'est ce qu'on a répondu avec la question précédente. Alors, on va prendre cette question-ci. J'ai un master de métastases en oncologie. Maintenant, moi, j'ai pris Nexavar, j'ai pris Afinitor, j'ai pris Sutin, qui était un désastre pour moi à cause des effets secondaires. Et maintenant, on remet mon vol de Bénidon aussi, qui n'a pas fait d'effet du tout. Et puis là, on remet à vol Votilia. Je n'ai pas encore commencé Votilia. Ce que je veux savoir, c'est que monsieur ici, il disait que, qu'est-ce que j'ai compris? C'était temporaire quand il prenait des médicaments comme ça, comme Afinitor. Mais moi, c'est tout le temps. Alors, je veux juste savoir pourquoi ça peut être tout le temps ou ça peut être 15 jours, 3 semaines. Les effets secondaires, en les prenant à tous les jours, en 365 jours, sont vraiment plus difficiles que quand on prend juste 15 jours. Je ne peux pas répondre pour M. Pichet, que je connais trop bien dans d'autres contextes, là. Mais c'est des thérapies continues quand même aussi, mais dans lesquelles il pouvait y avoir des semaines de congé qui étaient prévues. Donc, il y a des médicaments qui sont de cette nature-là. Le sunitinib, par exemple, généralement, il y a des périodes de congé qui sont prévues pour ces médicaments-là. Le temsirolimus auquel on faisait référence, c'est un médicament qui est une fois par semaine. Donc, il y a différents types de médicaments-là. Mais le principe général, sans rentrer dans les spécificités, c'est que généralement, on considère de donner une thérapie tant et aussi longtemps qu'on est capable de démontrer qu'on contrôle le cancer avec ça. Et les seuls cas dans lesquels on peut considérer de donner des breaks, des longues périodes sans traitement, c'est que la maladie a tellement régressé qu'elle est presque non présente et qu'on peut se permettre d'être un certain temps en espérant que la maladie soit assez endormie pour être capable de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de thérapie pendant une longue période. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a des thérapies qui sont tellement efficaces qu'on a des réponses complètes. Donc, on a beaucoup de gens avec des réponses partielles. Ça, c'est des termes très techniques, là. Réponse partielle, ça veut dire pour nous que quand on fait le cumul de l'ensemble de toutes les lésions que l'on voit et qu'on commence un traitement, au bout d'un certain temps, il va y avoir une réduction, grosso modo, d'environ 50% de la grosseur de toutes les lésions. Ça correspond à ce qu'on appelle une réponse. Ça, c'est notre critère scientifique. Il y a des gens qui vont avoir des réponses quand ça va être juste 30 ou 25%, mais ça ne se classe pas de réponse comme telle. Les réponses complètes, c'est quand on voit qu'il y a une disparition complète de la maladie. Et le taux de réponse complète, malgré l'efficacité des agents que l'on a, est quand même relativement petit. On parle de moins de 5%. Donc, le nombre de gens chez qui on peut parler que l'on va arrêter les thérapies parce qu'on les a amenés en réponse complète et qu'elle est suffisamment longue, la réponse complète, pour qu'on puisse penser d'arrêter le traitement, c'est quand même relativement rare. Deuxième question sur ce point-là. Je n'avais pas parlé du foie. Est-ce qu'il peut y avoir la respiration pour le foie? Effectivement, c'est un autre organe qui est quand même assez sensible à la radiation, mais on a quand même l'expérience, surtout avec les cancers du côlon, parce qu'il y a plusieurs patients qui sont opérés pour un cancer du côlon qui ont seulement qu'une ou deux métastases au foie, qui peuvent être opérés même au foie. Puis de plus en plus, on commence à utiliser la radiochirurgie pour des patients qui ont une, deux, encore là, c'est une question de nombre. Si on voit qu'en irradiant 4, 5, 6 lésions, on traite pratiquement le foie à dose très importante, bien, c'est difficile. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'organe où c'est impossible d'utiliser la radiation, mais ça dépend du nombre de métastases par rapport à la totalité de l'organe. C'est vraiment ça qui est limitant. Puis la localisation, effectivement, aussi, tout dépendant, là, si c'est proche des gros vaisseaux et tout ça, là, ça peut être un peu limitant. C'est quoi vous entendez par petite lésion? Vous avez trop des bonnes questions, vous.
Ça dépend du radio-oncologue. Oui, c'est vrai, ça. Ça dépend de l'âge du radio-oncologue, s'il y a eu une mauvaise expérience récemment. En fait, c'est sûr que, encore là, ça dépend de l'organe. Une petite métastase au niveau du cerveau, habituellement, on parle en bas de 2 cm. Au niveau du foie, on peut être un petit peu plus tolérant parce que c'est un plus gros organe. Donc, je pense, là, je parle un petit peu à travers mon chapeau, là, mais autour de 3-4 cm. Quand ça commence à dépasser, même pour une lésion unique, si elle a 7-8 cm, la dose que ça va donner autour va être quand même significative. Donc, c'est pas juste le nombre. Puis encore là, la taille, il n'y a pas un chiffre là, magique. Ça dépend de plein de facteurs, de la localisation, et etc. Puis c'est vraiment de façon individualisée qu'on peut en discuter, mais en général, là, 3-4 cm, s'il y en a une ou 2 maximum, ça peut être amenable éventuellement à un traitement. On va peut-être essayer de passer à... Mais j'ai pas le début de la question. Oui, c'est ça. Carole Smith. Comment... c'est ça. Non, on a passé Carole Smith. Là, il y en avait une avant, je pense. Oups, non, il faut monter, bon. Ça, on l'a déjà vu. Oui. Quand tu as un cancer du rein. Cyberknife. Ça, quels sont les autres endroits où ça peut se propager, ça va? Efficace cancer du poumon. Que pensez-vous du pazopanime? C'est pour toi, ça. Le pazopanime, c'est un médicament autrement appelé Votrient, là, qui est connu aussi dans le cancer du rein. J'ai montré les guidelines qu'on a présentés au niveau canadien. On l'a mis dans un contexte où on considère qu'il peut être considéré dans un contexte de première ligne. Je vous dirais cependant qu'il y a eu des publications qui ont été faites récemment qui nous amènent à avoir un petit peu de doute. Donc, on pense que globalement, c'est à peu près aussi efficace que le sunitinib, mais qu'on se demande s'il n'y a pas des catégories de patients pour lesquels ce soit un petit peu moins efficace. Donc, mais globalement, c'est quand même une molécule qui est reconnue efficace puis que Santé Canada a approuvé dans un contexte aussi de première ligne. Après Nita, il me semble pas y avoir. Pas savoir. Okay, c'est un commentaire. Est-ce que deuxième et troisième ligne sont établis par exclusion? Peut-on être exclu des traitements? Bon. Donc, il y a... Le concept, c'est est-ce que tous les traitements sont disponibles à tout le monde en première, deuxième, troisième ligne, et si on arrête le traitement, est-ce qu'on peut le reprendre par la suite? C'est pas simplement de l'évidence scientifique et médicale qui fait en sorte qu'on a accès aux médicaments. Je pense que l'association est certainement celle qui peut vous en dire le plus par rapport à tout ça, à savoir que on a l'accès à des médicaments en fonction du moment où ils sont remboursés par le gouvernement la plupart du temps. Donc, la très grande majorité des gens sont sur l'assurance de la RAMQ. Et en plus, les assurances privées sont obligées de rembourser au moins ce que la RAMQ reconnaît. Quand on parle de l'efficacité des médicaments, c'est toujours fait sur la base de grandes populations. Et il n'y a jamais rien qui est capable de prédire spécifiquement pour une personne, ce médicament-là va être efficace ou ce médicament-là va être toléré, tandis que l'autre va faire l'inverse. On n'est pas capable de faire ces distinctions-là. On n'a pas de prise de sang qui nous permette de faire ça. On peut parfois essayer de le dire en fonction des genres de maladies que les gens ont eu dans le passé ou de sites métastatiques qu'ils peuvent avoir, mais on n'est jamais capable pour un individu de faire la prédiction de ça. Et médicalement, c'est sûr qu'on aime à penser qu'on peut avoir accès au plus grand nombre de molécules possibles, parce que s'il y en a une qui est soit pas efficace ou qui donne trop d'effets secondaires, que l'on puisse changer à une autre. Malheureusement, le système de remboursement ne fonctionne pas comme ça et fait en sorte que le gouvernement souvent va restreindre au fait d'avoir 1-2 thérapies. Quand ils nous connaissent suffisamment, au gouvernement en particulier, et qu'on fait des demandes répétées et qui sont appuyées par des évidences médicales, ultimement, il y a un certain nombre de patients qui vont être capables d'avoir accès à des troisièmes, parfois des quatrièmes lignes.
Mais je vous dirais que ce n'est pas la majorité des patients auxquels ça s'applique. Il y en a plusieurs qui vont avoir des refus si tout le processus n'est pas rempli de la sorte. Et le gouvernement reconnaît un certain niveau d'expertise pour être capable de dire, bien, ça a été suffisamment bien expliqué dans ce contexte-là, j'accepte de donner ce médicament-là pour ce patient-là en particulier. Mais pour le reste, je vous dirais qu'il y a beaucoup de restrictions qui sont sur la base des médicaments qui sont remboursés par le gouvernement. Moi, docteur Soulière, peux-tu me permettre? Oui. J'aurais une question, qui n'est pas une question, en fait. Tout à l'heure, quand vous avez présenté les courbes et les médianes, là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce qu'est une médiane. Parce que moi, je sais que quand j'ai été diagnostiquée, je les ai regardées, les médianes, puis je suis ressortie de là assez démolie, là. Alors, peut-être juste une petite définition de la médiane. Alors, ça réfère exactement à ce que je vous disais, c'est que pour un patient particulier, on n'est pas capable de savoir s'il va bien ou répondre ou pas à l'avance. Une médiane, c'est quand on fait l'analyse de 100 patients, par exemple. C'est beaucoup plus que ça, généralement, dans les études, mais on en prend 100. Et quand on est rendu à 50 patients, donc la moitié des patients, on regarde le 50e patient, quand est-ce qu'il est décédé par rapport au moment où il a eu sa maladie. Médiane, ça veut dire qu'il y en a que c'est 50 que c'est moins, 50 que c'est plus. Et quand on vous voit dans le bureau, on n'est pas capable de dire vous allez faire partie de ça 50 ou de l'autre. C'est le temps seulement qui nous le dit. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que plus le temps avance et plus on semble avoir le contrôle de la maladie, plus on peut prédire que la survie va être plus du côté du bon 50 que du moins bon 50. Mais à prime abord, ce n'est pas une chose qu'on peut prédire. OK. En fait, ce que je vais rajouter mon petit grain de sel, c'est qu'il faut juste être de l'autre côté. Ou est-ce que ça descend complètement? Pour ma part, quand quelqu'un rentre, si on me demande des chiffres, je leur dis à peu près comme ça. Là, vous êtes dans le bon, le moins bon 50. Si les gens le demandent, je le dirais comme ça. Sinon, je ne donne pas des chiffres formels aux gens parce qu'on ne les connaît pas, ces chiffres-là. On peut, toute personne qui vous dirait, il vous reste 12 mois à vivre avec le cancer que vous avez, je ne sais pas comment elle fait pour le dire. Moi, je suis incapable de dire ces choses-là. On n'a pas les connaissances ni les données pour être capable de dire ça. Est-ce qu'on a une autre question ici? Pour un cancer du rein et un suivi. Ah, OK. On a une question ici qui vient de... J'arrive pas. Est-ce qu'il faut que je monte ou je descende? Mais en tout cas, c'est quelqu'un, je pense, qui n'est pas de Montréal et qui demande est-ce que c'est possible d'être traité au CHUM pour un cancer du rein et que le suivi soit assuré dans un hôpital en région? Je pense que... Oui, la plupart du temps, c'est si en fait c'est un endroit où avec lesquels on est en contact puis les gens qu'on les connaît, souvent ça arrive qu'on donne l'opinion primaire initialement, puis en fait c'est encore plus facile dans ce temps-là pour les médecins de là-bas s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez, les BlackBerry, les iPhones, c'est notre vie, puis on répond à ça tout le temps. Donc, Carole m'en envoie quelques-uns par semaine, j'en envoie aussi, puis on se répond comme ça la plupart du temps parce qu'on n'a pas tout le temps le temps de se voir dans les réunions à 7 h le matin, ni dans le corridor ou à la cafétéria le midi. Donc, avec les voies de communication qu'on a maintenant, quand on a au moins l'idée du patient, c'est beaucoup plus difficile de donner une opinion quand on n'a pas vu le dossier en entier initialement. Une opinion au bout d'un téléphone, j'ai telle situation, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus difficile de donner une opinion qui est véridique, là, qui est adaptée, que quand on a vu au moins l'ensemble du dossier et qu'on est capable de converser par la suite. Je sais aussi qu'on avait déjà discuté avec le docteur Soulière de la possibilité d'une ouverture des tumor boards, par exemple, du CHUM Notre-Dame, à des centres plus en région. Et ça se fait déjà. Donc, je pense que c'est vraiment de demander aux médecins qui vous suivent d'être référés ou d'entrer en contact. Et oui, c'est possible. Surtout qu'on prend des thérapies orales pour la majorité d'entre nous. Là, on n'est pas en salle de chimio. Donc, à quelque part, je veux dire, il n'y a pas à se déplacer. On peut être suivi à distance. Et je sais que nous autres, et moi personnellement, à travers la coalition Priorité Cancer, on essaie vraiment de développer des facilités pour les patients qui sont à l'extérieur, d'avoir accès à des spécialistes et à des conseils dans des grands hôpitaux. Une exception à ça, puis qui est une exception qui est importante,
Une étude clinique, c'est une obligation, par contre, que le patient soit suivi strictement dans le même hôpital. Donc, on a beaucoup d'obligations réglementaires. On est supervisé par Santé Canada, par beaucoup d'organismes, la FDA américaine même, et toutes les données cliniques doivent être colligées exactement de la même façon. Il faut que les scans soient faits seulement au même endroit, lus par les mêmes personnes, et que toutes les décisions cliniques soient faites par des gens qui connaissent ce qu'est l'étude clinique et les médicaments qui sont appliqués dans le contexte de l'étude. Donc, dans une étude clinique, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des suivis à distance. Il faut que ce soit nécessairement ici. Oui. Et juste pour ajouter à ce dont vous parliez, Dr. Soulière, c'est que la recherche clinique, c'est loin d'être l'expérimentation sur des rats de laboratoire. Là. Vous pouvez lire sur notre site et vous renseigner, là, mais c'est vraiment... Et ultimement, c'est aussi une façon d'accéder à une troisième ou à une quatrième ligne de traitement. Tu sais. Donc, il y a plusieurs patients de cancer du rein qui, si vous l'avez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des patients comme Deb ou Tony ou qui ont fait des études, qui ont fait partie de protocoles de recherche puis qui ont pris ces médicaments dans un contexte de protocole. C'est comme ça qu'on les a aujourd'hui. Tu sais. Mais ça permet, pour la question de tout à l'heure, de la quantité de lignes, là, ça permet aussi de pouvoir accéder à une ligne subséquente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder si... je pense qu'il y en a une autre sur le CyberKnife, là, mais je n'ose pas la dérouler parce que je pars toujours dans le mauvais sens. C'est pour le... Je manque la réponse. Je veux savoir si la CyberKnife peut traiter efficacement les métastases au poumon. Je dois comprendre que ce n'est pas le cas. Tant qu'il n'y en a pas trop. Oui, effectivement, c'est possible. Puis on fait même des traitements de cancer primaire du poumon. Donc, excusez, oui, je te le dis à chaque fois, tu me le dis toi aussi. Merci. Donc, est-ce que la question est revenue? Donc, est-ce que c'est possible de traiter avec le CyberKnife des métastases au poumon? Est-ce que c'est possible quand il n'y en a pas trop, effectivement? Comme on disait tout à l'heure, quand il y en a un petit nombre, idéalement, une, c'est l'idéal. Dès que ça dépasse un, c'est discutable, puis ça dépend d'1 million de facteurs. Donc, ça doit être discuté avec le médecin. Donc, oui, c'est la réponse à la question qui a été reposée. Je vais juste voir s'il y en a une dernière. Je pense pas. Non, je pense que c'est tout. Donc, écoutez, si c'est le cas, on va terminer la soirée, puis on va... Ah, non, on a une dernière. Oui. Pouvez-vous parler plus près du micro, s'il vous plaît? J'ai le cancer métastasé. J'ai juste une question, c'est plus général. Moi, je suis suivi par l'oncologue, et je ne vais pas nommer le docteur dans l'hôpital de Lille, mais moi je pense, je suis de l'opinion que ce n'est pas un spécialiste dans le cancer du rein et ce n'est pas un spécialiste dans le cancer urologique, un oncologue en général. Et j'ai pas de confiance dans ça. Les traitements qu'il suggère, parce qu'il y a tout suggéré le traitement, et ce qu'il a dit, si ça ne fonctionne pas, on nous allons mourir. Je voulais juste savoir, c'est quoi les démarches qu'on doit faire pour avoir une deuxième opinion? C'est facile à le dire, tout le monde dit ça, je cherche une deuxième opinion. Mais comment est-ce qu'on le fait? OK. Alors, à l'entrée, puis sur les petits sacs qu'on vous a donnés, puis les crayons, puis les petites cartes et tout, là, vous avez les numéros pour nous joindre à l'Association canadienne du cancer du rein ou Kidney Cancer Canada. Et on va pouvoir vous donner, vous guider dans le processus si c'est votre souhait. On est là pour ça. Oui, ben c'est... Oui, mais ça, je le demande tout le temps. Oui. OK, bien écoutez, je vais décréter le début de la période d'échange, la fin de la période de conférence, mais je voudrais remercier vraiment sincèrement nos conférenciers.
Puis à Lorraine et Jacques qui a accepté de témoigner, c'était vraiment génial. J'étais vraiment contente. Là, j'aurais comme un petit quelque chose, mais attends un peu. Où est-ce que c'est? C'est-tu dans mon... J'avais des cadeaux, mon nom. Ah, dans un sac vert. OK, je vais donner les cadeaux après. Fait que, en fait, alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien remplir vos feuilles de feedback qui sont super importantes pour nous autres. On fait ces rencontres-là, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, d'organisation, puis pour nous, c'est important de savoir si c'est ça que vous recherchez, puis si ça vous aide, et puis quelles seraient les choses dont vous auriez besoin pour d'autres conférences. Puis ensuite de ça, je voulais remercier bien sûr nos bénévoles, Marie-France et mon amie Marie-France et ma sœur Monique. Puis un merci spécial à Mona Awad, qui est notre nouvelle coordonnatrice, qui a commencé en juin, puis qui a commencé un peu raide parce que ça a été son premier projet. Disons que c'était le baptême du feu, mais merci beaucoup Mona, parce que c'est un plaisir de travailler avec toi. Et puis, je pense que on va prendre le temps d'échanger. Pour moi, en tout cas, c'est là où je me retrouve le mieux, c'est quand je suis avec des gens comme vous, puis qu'on est capable d'échanger puis de parler. Ça fait que si j'ai trouvé mes cadeaux, oui, j'ai trouvé mes cadeaux. Fait que c'est des petits cadeaux. Ça fait que ça, c'est pour Lorraine et Jacques. Là, êtes-vous capable de venir le chercher ou Lorraine? C'est tout le même principe, en fait. Ça, c'est pour Dr. Soulière. Puis, ça, c'est pour le Dr. Lambert. Alors, ben oui, c'est parce que c'est la recette de l'Association canadienne du cancer du rein pour une longue survie. Alors, c'est à base de vin rouge et chocolat. Alors, ça peut aussi être autre chose, mais c'est comme ça. Ben, c'est du chocolat quand même noir, là, quand même. Et c'est comme ça qu'on reprend le moral tous ensemble. Docteur Soulière est habitué, puis Docteur Lambert, je pense que vous allez avoir bien des demandes pour cette conférence-ci. Alors, merci à tout le monde, puis on se voit là-haut.